conférences de Yalta et Potsdam. Bonjour à tous. Le 4 février 1945, au bord de la mer Noire, une pacarde noire s'arrête devant le palais Livadia. Un homme en cape noire en descend, difficilement, aidé par sa fille Anne. Franklin Roosevelt. À quelques centaines de mètres de là, dans une autre résidence, Winston Churchill peste contre les punaises qui l'empêchent de dormir. Et au même moment, Joseph Staline fait une dernière inspection des lieux, vérifiant personnellement que tout est prêt pour recevoir ses invités. Cette rencontre à Yalta, suivie quelques mois plus tard de celle de Potsdam, marque un tournant dans l'histoire de l'Europe et du monde. Alors que l'armée rouge progresse en Pologne et que les forces anglo-américaines se rapprochent du Rhin, les trois dirigeants alliés se réunissent pour coordonner l'effort final de guerre et discuter de l'organisation future de l'Europe. Des négociations où chaque mot compte, où chaque geste est interprété, où derrière les sourires de façade se jouent les destins de millions de personnes. Comment ces rencontres de Yalta et Potsdam ont-elles influencé la fin de la guerre et l'Europe d'après ? Pour comprendre l'importance de ces conférences, il faut se replacer dans le contexte de ce début d'année 45. L'offensive des Ardennes, la dernière grande contre-attaque allemande à l'ouest, vient d'être repoussée. À l'est, l'armée rouge a lancé une offensive majeure depuis la Vistule le 12 janvier. Les trois alliés doivent coordonner leurs efforts militaires pour porter le coup final à l'Allemagne nazie. Mais ils doivent aussi commencer à penser à l'après-guerre, même si leurs priorités diffèrent. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, s'inquiète de l'avancée soviétique en Europe centrale et orientale. Le président américain, Franklin Delano Roosevelt, veut s'assurer de la participation de l'URSS dans la guerre contre le Japon et dans la future Organisation des Nations Unies. Le dirigeant de l'URSS, Joseph Staline, lui cherche à obtenir des garanties sur les frontières occidentales de son pays et des réparations pour les destructions subies. Alors ces dirigeants se sont déjà rencontrés. À Téhéran en 1943, ils ont évoqué les principales opérations militaires à venir, notamment la volonté de prendre l'Allemagne en étau, avec un débarquement à l'ouest et une attaque soviétique massive à l'est. Churchill et Staline se sont vus aussi à Moscou en octobre 1944. À cette occasion, ils ont fixé ensemble les limites de la zone d'influence de l'Union soviétique sur un papier avec des pourcentages et un trait de crayon bleu. Mais en février 1945, les choses sont bien différentes. La guerre tourne nettement en leur faveur. L'Allemagne est aux abois et la victoire semble à portée de main. C'est donc dans ce contexte que s'ouvre la conférence de Yalta en Crimée le 4 février 1945. Alors le choix du lieu n'est pas anodin, c'est en territoire soviétique, en Crimée, cette péninsule au bord de la mer Noire. Yalta d'ailleurs a longtemps été un lieu pour les vacances balnéaires de l'aristocratie russe. Et dans cette affaire, Staline joue donc à domicile. Et Roosevelt et Churchill ont dû faire le déplacement jusqu'en territoire soviétique. Un premier symbole de la puissance montante de l'URSS. Le palais de Livadia, qui est l'ancienne résidence d'été des tsars, accueille les discussions. Roosevelt, très malade, il est atteint de poliomyélite, une maladie dégénérative. Il mourra d'ailleurs 2 mois plus tard. Lui, il est logé dans le palais même. Churchill et sa délégation occupent le palais voisin de Vorontsov. Le voyage jusqu'à Yalta tient lui-même d'ailleurs de l'Odyssée. Imaginez Roosevelt, donc très affaibli, qui traverse d'abord l'Atlantique sur le croiseur Quincy, puis qui survole la Méditerranée dans un avion non pressurisé. 7 heures de vol au-dessus de territoires encore contestés, avec le risque constant d'une attaque de la chasse allemande. Et ensuite, 3 heures de route chaoteuse dans les montagnes de Crimée. Pour Churchill, qui rejoint Roosevelt à Malte, avant ce périple aérien, le voyage n'est pas vraiment plus confortable. D'ailleurs, quand il découvre sa chambre au palais Vorontsov, il manque de s'étrangler. Le chauffage est capricieux et son lit est infesté de punaises.
Même Hitler ne m'avait pas infligé ça, aurait-il grommelé auprès de son médecin personnel. Alors Staline, en hôte attentif, a fait venir 75 pianos pour divertir ses invités. Il organise de somptueux banquets chaque soir, avec caviar, poisson fumé, mouton grillé, champagne de Crimée. La vodka coule à flot. Roosevelt et Staline semblent particulièrement bien s'entendre. Et même Churchill, malgré sa méfiance envers le dirigeant soviétique, participe à l'atmosphère détendue. Il dit ainsi à Staline, qui le savait déjà par ses espions, que dans leur correspondance avec Roosevelt, ils l'ont surnommé Oncle Joe. Donc on a des moments de convivialité qui facilitent les négociations. Sans masquer les désaccords, ils vont permettre de trouver des compromis. Mais en fait, ce qui marque surtout les observateurs, c'est l'état de santé de Roosevelt. Le président américain est épuisé, amaigri. Il est en fauteuil roulant. C'est sa fille Anna qui l'accompagne et qui doit l'aider souvent à se concentrer pendant les réunions. Alors pendant 8 jours, justement, les discussions sont intenses. Les 3 dirigeants se réunissent 2 fois par jour, entourés de leurs conseillers et d'une armée de traducteurs. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Et les sujets sont nombreux. Le sort de l'Allemagne, les réparations de la guerre, les frontières de la Pologne, l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Les négociations sont particulièrement tendues sur la question polonaise. Et c'est d'ailleurs même le point qui provoque les discussions les plus houleuses. Staline a déjà installé un gouvernement communiste à Lublin, et il refuse catégoriquement l'idée britannique d'un gouvernement entièrement nouveau. Et dans une scène mémorable, Churchill, furieux, menace même de quitter la conférence. Roosevelt, épuisé, joue les médiateurs, et il finit par accepter un compromis. Non pas un nouveau gouvernement, mais une réorganisation de celui de Varsovie pour inclure quelques personnalités du gouvernement polonais en exil à Londres. En échange, Staline promet des élections libres. Bon, c'est une promesse qui reste lettre morte. Les 3 leaders s'accordent aussi sur la création d'une nouvelle organisation internationale pour maintenir la paix, les Nations Unies. Elle porte le nom de l'Alliance qui est en place contre l'Axe. Mais les discussions à ce sujet révèlent les rapports de force. Staline, par exemple, réclame au départ 16 sièges pour l'URSS et ses républiques. Finalement, il va se contenter de 3. Un pour l'URSS, un pour l'Ukraine, un pour la Biélorussie. En revanche, il obtient un droit de veto absolu au Conseil de sécurité. C'est la naissance de ce système de veto qui paralyse encore aujourd'hui bien des décisions de l'ONU. Sur l'Allemagne, les discussions sont tout aussi cruciales. Le pays est divisé en zones d'occupation. Il doit payer des réparations, principalement à l'URSS qui a subi les plus lourdes destructions. Enfin, Roosevelt obtient de Staline ce qu'il attendait. La promesse d'entrer en guerre contre le Japon 3 mois après la capitulation allemande, en échange de contrôle de territoire en Extrême-Orient. La photo très célèbre de cette conférence, celle des Big Three, comme on dit en anglais, les 3 grands dirigeants, Churchill, Roosevelt, Staline, illustre l'atmosphère de cordialité. En arrière-plan, on sourit, on plaisante. Les photographes et les opérateurs sont prêts et les 3 sourient devant l'objectif. Roosevelt ne peut plus se tenir debout, donc les dirigeants font la photo assis. C'est d'ailleurs le début d'une tradition de photos de ce type, où les dirigeants sont assis pour copier cette disposition. Quand la conférence de Yalta se termine, Roosevelt estime que Yalta ouvre, je cite, une nouvelle période dans l'histoire du monde, tandis que Churchill évoque, je cite, la splendeur des possibilités futures et des larges plaines ensoleillées de paix et de bonheur. Mais 3 mois plus tard, quand s'ouvre la conférence de Potsdam, le 17 juillet 1945, la situation a radicalement changé. D'abord le lieu. La conférence se passe dans l'Allemagne vaincue. Le pays a capitulé en mai, et c'est donc tout un symbole d'installer une conférence de paix sur le sol même de la puissance vaincue. Les dirigeants ensuite. Roosevelt est mort le 12 avril 1945. Son successeur est Harry Truman, son ancien vice-président. Oui, dans le système américain, quand un président meurt ou qu'il est dans l'incapacité de diriger, c'est le vice-président qui finit le mandat. Donc Harry Truman
Ancien vendeur de chemises dans le Missouri, dernier président américain à ne pas avoir de diplôme universitaire, Harry Truman est beaucoup plus méfiant envers Staline. Les Russes ne comprennent que la force, a-t-il l'habitude de dire. Churchill, lui, va commencer la conférence. Mais il n'est pas très rassuré, car il y a des élections en même temps au Royaume-Uni, et son parti perd les élections. Il est donc remplacé en pleine conférence par le nouveau Premier ministre britannique, Clement Attlee, qui n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de négociations au sommet. La scène est saisissante. Le 25 juillet, Churchill, qui vient d'apprendre sa défaite, doit faire ses adieux à la conférence. Et Staline, qui malgré leurs différends respecte le vieux lion, se lève et traverse la salle pour lui serrer la main. Un geste rare chez lui. Churchill confiera d'ailleurs plus tard que c'est à ce moment qu'il a vraiment réalisé que son temps était passé. Attlee arrive le lendemain, plus discret, moins charismatique, moins expérimenté. Monsieur Bevin, nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, arrive à Potsdam pour y remplacer Monsieur Eden, tandis que le Major Attlee, nouveau Premier ministre, y remplacera Monsieur Churchill. Staline aurait dit « La conférence commence avec un lion et un ours, elle se termine avec un ours et un lapin. » Et surtout, la veille de l'ouverture de la conférence, les États-Unis ont réussi le premier test de la bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors, à Potsdam, Staline tente d'abord d'intimider ce nouveau président américain qu'il sous-estime et utilise les mêmes tactiques qui fonctionnaient avec Roosevelt. De longs monologues historiques, ça c'est une tradition chez les responsables russes, rappel des sacrifices soviétiques, changement d'humeur théâtraux. Mais Truman, malgré son inexpérience, ne se laisse pas impressionner. Son style direct, parfois brutal, déstabilise le dirigeant soviétique, qui est habitué plutôt à des circonvolutions diplomatiques de Roosevelt. Un incident révèle particulièrement cette nouvelle dynamique. Lors d'une séance de négociation, Staline commence un de ses longs exposés sur l'histoire russe. Truman l'interrompt sèchement. « Je suis ici pour parler du présent, pas du passé », dit-il. Cette intervention choque les diplomates qui sont habitués à des échanges un peu plus polissés, mais elle marque un tournant. Staline réalise qu'il a face à lui un homme différent, peut-être un peu moins sophistiqué diplomatiquement, mais certainement pas malléable. Le contraste est en tout cas saisissant avec l'atmosphère de Yalta. C'est fini les dîners chaleureux, c'est fini les plaisanteries. On a une conférence qui va durer du 17 juillet au 2 août, qui est marquée par des séances de travail tendues, parfois ouvertement hostiles. L'Allemagne en ruine, qui entoure le lieu de la conférence, semble symboliser la fin d'une époque. La question de la bombe atomique finit d'empoisonner les relations. Le 24 juillet, c'est-à-dire un peu plus d'une semaine après les essais réussis, Truman choisit délibérément d'informer Staline, mais de manière presque désinvolte, en passant. Je cite, « J'ai mentionné au généralissime Staline que nous avions une nouvelle arme d'une puissance inhabituelle », écrit-il dans son journal. Ce qu'il ignore, c'est que les services secrets soviétiques sont déjà au courant. Oui, il y a des espions soviétiques au sein du projet Manhattan, celui qui élabore l'arme atomique. Staline réagit de façon impassible, avec ces mots. « Je vous souhaite d'en faire bon usage contre le Japon. » Et cette tension se retrouve jusque dans les repas, devenus de simples formalités protocolaires. Un diplomate britannique note que, je cite, « Là où Yalta ressemblait à un club de gentlemen, Potsdam a des allures de réunion d'actionnaires hostiles. Même les interprètes remarquent que les échanges sont devenus plus agressifs, les traductions plus délicates, et les désaccords se multiplient. Sur le montant des réparations allemandes, sur les frontières polonaises, sur l'avenir des Balkans. Bon, la conférence aboutit néanmoins à des décisions importantes. La création d'un tribunal pour juger les criminels de guerre nazis, la confirmation du démembrement de l'Allemagne et de Berlin en zone d'occupation, et le transfert des populations allemandes d'Europe de l'Est. Mais clairement, les accords de Potsdam marquent la fin de la Grande Alliance. Les divergences entre soviétiques et occidentaux, masquées pendant la guerre par la nécessité de vaincre Hitler, éclatent au grand jour.
Les conséquences de ces conférences sont immenses. Elles dessinent une nouvelle carte de l'Europe qui dure jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. La Pologne est déplacée vers l'ouest, perdant des territoires à l'est au profit de l'URSS, et elle en gagne à l'ouest aux dépens de l'Allemagne. D'ailleurs, ce n'est qu'en 1990 que cette frontière germano-polonaise, la ligne Oder-Neisse, c'est le nom des deux cours d'eau qui la délimitent, donc cette ligne Oder-Neisse n'est acceptée qu'en 1990 officiellement par les deux pays, soit 45 ans plus tard. Les Alliés approuvent aussi le transfert forcé vers l'Allemagne occupée des Allemands qui étaient encore présents en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Alors on avait une violence contre eux qui s'était exercée de façon spontanée et anarchique à la fin de la guerre, et maintenant contrôlée. On a un transfert qui s'effectue de manière ordonnée. Cela vaut en particulier pour la majeure partie des Allemands de Tchécoslovaquie, dont la fameuse région des Sudètes. Oui, celle qui était à l'origine de la conférence de Munich en 1938. J'ai fait un épisode à ce sujet, le numéro 104. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc on a une opération d'expulsion des Allemands qui va s'étendre sur plus d'une année. Alors, même si elle entraîne des situations douloureuses et le déchirement pour de très nombreux Allemands, installés parfois depuis longtemps hors d'Allemagne, il n'y a pas grand monde pour s'émouvoir de leur sort en 1945. Mais pourquoi les trois grands acceptent-ils ces déplacements massifs de population ? Chacun a ses raisons. Pour Staline, c'est simple. Il veut profiter de sa victoire pour réorganiser l'Europe de l'Est comme bon lui semble. Les populations sont pour lui des pions qu'on déplace sur un échiquier. Churchill, lui, il pense aux leçons de l'entre-deux-guerres. Les minorités allemandes ont servi de prétexte à Hitler pour ses conquêtes. Plus de minorités, plus de prétextes. Quant aux Américains, ils sont plus mal à l'aise avec ces méthodes. Mais comme le dira cyniquement un diplomate, des frontières nettes avec des populations homogènes, c'est plus facile à gérer qu'une mosaïque ethnique. Là, on a une vision bien éloignée des idéaux de Wilson, le président américain de 1918. Vous l'aurez peut-être constaté, il y a un grand absent dans ces négociations, la France. Ah oui, c'est vrai, tiens. Le général de Gaulle n'est invité ni à Yalta, ni à Potsdam. C'est une exclusion qui le blesse profondément et qui n'oubliera jamais. Dans ses mémoires de guerre, il écrit d'ailleurs avec amertume « Les trois se comportaient comme si la France n'existait pas ». En fait, Roosevelt n'aime pas de Gaulle, qu'il considère comme trop autoritaire, un apprenti dictateur. Churchill, malgré son respect pour le chef de la France libre, ne parvient pas à imposer sa présence. D'ailleurs, il y a une plaisanterie de l'époque qui insiste sur l'absence de la France sur la célèbre image de Yalta, en demandant « Où est de Gaulle ?» C'est celui qui prend la photo. Mais devant l'insistance du général de Gaulle avant et après Yalta, les Alliés envisagent quand même d'attribuer une zone d'occupation à la France en Allemagne. Churchill, lui, il est conscient de la nécessité d'un contrepoids face à l'URSS en Europe. Et donc, il va mener un véritable combat diplomatique. Son objectif est de renforcer le poids des Européens face aux deux géants américains et soviétiques. Et clairement, il n'envisage pas une paix durable sans associer la France dans la gestion du continent. Roosevelt finit par céder, mais à une condition. La zone française devra être prélevée sur les zones américaines et britanniques, pas sur la zone soviétique. Staline observe avec satisfaction toutes ces tractations qui affaiblissent le camp occidental. Et les négociateurs français vont devoir batailler pendant des semaines pour définir les contours exacts de cette zone. Ils obtiennent finalement un territoire qui inclut une partie de la Rhénanie et du Palatinat, des régions stratégiques pour la sécurité française. Bon, c'est une victoire en demi-teinte pour De Gaulle, qui, dans une note confidentielle à Georges Bidault, écrit, je cite, « On nous accorde une place à la table, mais pas le droit de choisir le menu. » Alors cette mise à l'écart de la France a des conséquences durables. De Gaulle en tire la conviction que la France ne peut compter que sur elle-même. Sa future politique d'indépendance nationale, la force de frappe nucléaire, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, tout cela trouve en partie ses racines dans l'humiliation de 1945. Dans cette maison de campagne toute fleurie s'est déroulée la conférence qui fut la plus secrète du monde. Le bilan de ces conférences est complexe. Elle marque l'émergence des États-Unis et de l'URSS comme les deux superpuissances mondiales. Avec la guerre froide, Yalta devient vite le symbole d'un supposé partage du monde. En fait, la réalité est beaucoup plus nuancée. Les accords de ces conférences reflètent surtout la situation militaire du moment. L'armée rouge occupe déjà l'Europe de l'Est, les Anglo-Américains, l'Ouest. De même, contrairement à une idée reçue tenace, il n'y a pas eu de partage formel de l'Europe en zone d'influence. La réalité de la guerre froide s'est construite progressivement,
au fil des tensions et des crises qui ont suivi, venant après le génocide des Juifs par les nazis. Les déplacements massifs de population achèvent de bouleverser la carte ethnique de l'Europe centrale et orientale. Des communautés entières, présentes depuis des siècles dans ces régions, disparaissent en quelques mois. C'est la fin d'une Europe multinationale et multiculturelle, héritée des empires d'avant 1914. Ces bouleversements démographiques contribuent en fait à créer l'Europe de la guerre froide. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode sur ces rencontres historiques qui ont façonné notre monde. Si vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de la diplomatie 1945, si les personnalités de Roosevelt, Churchill, Staline vous ont fasciné, ou si vous avez été surpris par certaines révélations sur ces conférences, faites-le moi savoir. Un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire me ferait vraiment plaisir. Je suis toujours curieux de connaître vos réactions et vos réflexions sur ces moments cruciaux de l'histoire. Suivez aussi l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à celui-ci, c'est gratuit et vous ne raterez aucun épisode. Vous trouverez tous les liens en description. Et l'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.